Bienvenue à tous dans la Shitlist, l'émission hors-série de Retour à le Turfu qui ne vous parle que du pire du cinéma. Pour ce 5e numéro, nous allons nous concentrer sur le mélange le plus foireux possible de ce que l'humanité a fait de pire depuis que les frères Lumière ont inventé le cinéma. Aujourd'hui, place aux pires adaptations de jeux vidéo sur le grand écran. Ce soir, on va vous parler de Assassin's Creed de Justin Kurzel, Alone in the Dark de Uwe Ball et Street Fighter l'Ultime Combat de Steven et De Souza. Je suis Luc Le Gonidec et pour m'accompagner dans ce mariage de l'enfer, je vous présente mon escouade de l'impossible, Marvin Montes du podcast Final Cut. Salut Marvin. Salut à tous. Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Salut. Et Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Salut, salut. Et on commence sans plus attendre avec un joli saut de la foi dans la médiocrité avec Assassin's Creed. J'ai vu là-dedans, on aurait dû en montrer. C'était bien réel. Ils t'observent, ils attendent de voir qui tu es. Je vous crois promis à de grandes choses. Voyons ça. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. Nous sommes des assassins. Assassin's Creed, sorti en 2016, réalisé par l'Australien Justin Kurzel, réalisateur de Macbeth et les Crimes de Snowtown. Le scénario est écrit par Bill College, Alan Cooper et Michael Leslie et adapté de la licence Assassin's Creed des studios Ubisoft, créé en 2007. Ce film nous narre l'histoire de Cal Lynch, incarné par Michael Fassbender, condamné à mort qui se retrouve finalement dans un laboratoire géré par Alan Rickman, joué par Jeremy Irons, et sa fille Dr Sophia Rickman, incarnée par Marion Cotillard. Cal découvre qu'il fait partie d'une lignée particulière, celle des assassins, et grâce à une machine génétique du turfu appelée l'Animus, il va pouvoir remonter le temps et prendre le rôle de son ancêtre afin de récupérer la pomme d'Adam, objet mystique qui permet de contrôler le libre arbitre, objet convoité par ce laboratoire. Prévu comme une licence cinématographique d'envergure avec une trilogie, le film produit par la Fox et Ubisoft a coûté 125 millions de dollars, un budget très élevé pour une adaptation de jeu vidéo. Les ambitions de faire une série de films s'est écroulées au moment de la sortie puisqu'il a eu une réception catastrophique, presse et spectateurs, à tel point qu'il n'a rapporté que 240 millions de dollars, bien loin des ambitions envisagées. Pourtant, rien ne pouvait réellement prévoir qu'une licence de jeu vidéo ultra juteuse qui rapporte tous les ans quasiment 1 milliard Ubisoft pouvait se foirer au cinéma. Alors pourquoi la réception a été aussi tiède? Et je vais commencer avec Manu. Ouais. Oh la patate chaude quoi. Tu m'apprends déjà le budget. J'avais aucune idée du budget. Première remarque, ça ne se voit pas du tout nulle part dans ce film. J'espère que le casting a bien empoché parce que sinon c'est de l'argent perdu quelque part, quoi. Toujours est-il que, premier disclaimer, faut savoir que je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo. J'ai dû faire 20 minutes du premier Assassin's Creed. Je fais un peu d'épilepsie et du coup, rien qu'Assassin's Creed, ça me bute. C'est pour ça que je joue pas des masses non plus. Mais j'ai eu des potes très fans de la saga sur ces 2-3 premiers opus, donc j'ai un peu de base du lore ou de ce qui se passe ou de comment ça marche. Il y a une imagerie populaire d'Assassin's Creed qui est assez connue, donc je suis pas parti là-dedans. Enfin, je me suis pas lancé dans ce film que je n'avais jamais vu sans aucune base, quoi. Cependant, si je l'avais pas vu à l'époque, c'est parce que les critiques, comme tu l'as dit, ont été assassines. Creed. Que la qualité ne semblait pas... Oh mais non. J'ai pas osé, putain. que la qualité ne semble pas hyper au rendez-vous. Vous vous souvenez peut-être d'une époque où Michael Fassbender, on a tous pensé qu'il allait avoir une très bonne carrière. Et quelque chose, à un moment, c'est un peu comme Jessica Chastain, ça s'est arrêté. C'est parti dans une direction inattendue. Du coup, là, on était déjà à l'époque où Fassbender, pour moi, ça allait pas éveiller plus que ça l'intérêt, alors que l'ensemble du casting, au final, il y a pas mal d'acteurs que j'aime bien. Jeremy Irons, Marion Cotillard, je suis capable de supporter. Brendan Gleeson, j'aime beaucoup. Charlotte Rampling, même Michael K. Williams dans The Wire. Dans The Wire, ouais, que je trouvais incroyable, qui n'est pas forcément bien servi par ce film, dirons-nous. Mais en fait, parce que ce film ne sert pas grand-chose. Je le disais, je suis rentré avec certaines bases. J'ai redécouvert, j'ai l'impression, une réinterprétation de ces bases dans le film. J'étais un peu perplexe. Alors, soit je connaissais pas assez bien le lore, soit ça partait sur des directions qui me semblaient un peu différentes en tout cas, dans les motivations de chaque organisation. Autant les Templiers contre les Assassins, j'avais le truc, mais leur idée de niquer le libre arbitre avec une pomme, j'y étais pas, quoi.
Et ça me semble pas super intéressant et tourner autour d'une histoire de tueur en série pour descendre d'une lignée d'assassins pour essayer de le motiver lui à travailler pour eux, pour éliminer la violence parce que la violence a un code génétique. Ils m'ont perdu un moment dans cette histoire de code génétique du libre arbitre ou de la violence. Mais en fait, c'est carrément l'histoire du jeu, quoi. C'est vrai ? En fait, le problème, c'est qu'Ubisoft, ils se sont déjà perdus dans le jeu avant de se perdre dans le film. Ok. Bah, moi, ce qui m'a perdu, en fait, c'est que j'ai eu l'impression que le film était fait pour des gens qui connaissaient le jeu, mais vraiment pas pour les autres. Moi, il m'a perdu totalement. Je le trouve pas hyper complexe, en fait, mais je trouve qu'en fait, il raconte rien en tant que tel, tout seul. Peut-être que c'est intéressant quand il s'intègre à une histoire globale et transmédia. Ça peut être peut-être intéressant. Mais là, en tant qu'objet tout seul, dans ce côté qui est censé être une adaptation, j'y retrouve pas ce qui doit faire une adaptation, quoi. Je retrouve pas l'idée de l'adapter à un médium. Même dans l'utilisation de l'iconographie d'Assassin's Creed, pour moi, il y a des sauts de l'ange ou des infiltrations, des trucs comme ça. Saut de la foi. C'est de la foi, ouais. Bah, je trouve que le film, il nous sert pas des masses là-dessus. Et les combats, bah, c'est assez ridicule. C'est des combats de groupe. Il se passe pas grand-chose. Il y a des acteurs, enfin, il y a des personnages, mention spéciale, je me rappelle plus du nom, Denis Ménochet, je crois. C'est ça. Cet acteur français qui a un seul rôle, c'est regarder. Regarder sans bouger, avec un air perplexe tout le temps, l'action qui se passe et ne jamais rien faire. Alors que cet acteur est tellement bien, putain. Mais carrément. Et c'est un mec qui a rôle. réussi à percer à moitié aux États-Unis à travers 2-3 rôles comme ça où il est à moitié insignifiant, quoi. Ouais. Glorious Bastards, entre autres. Ouais, même si là, il est pas mal dans Inglourious Basterds, quoi. Oh, il est bien dans Inglourious Basterds. Mais il a une tête qui reste, sauf que là, elle lui sert pas à grand chose. Je trouve ça un peu dommage. Là où le film le laisse d'autant plus perplexe, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils avaient pas l'intention que le film existe sans suite et que malheureusement, ça s'est retrouvé comme ça. Mais même sa fin, j'ai l'impression, enfin, moi, j'arrive à ce moment-là, je me dis, tiens, ça y est, le film commence. Il va y avoir un troisième acte, il va y avoir des choses. Et en fait, non, générique de fin, c'est fini. Petit discours. J'ai pas compris, en fait, certains retournements de la relation entre Kaloum et Marion Cotillard, là, qui forcé. Qui est super chelou. Ils essayent de forcer un truc sur la longueur, mais du coup, s'il n'y a pas de payoff sur un film, ça marche pas. Je vous dis, ça m'a laissé hyper perplexe. Je vous en ai parlé sur le moment Alors déjà, Il y avait besoin, là. j'ai vu le film en 3 fois. C'est chaud. Alors qu'il dure même pas 2 heures. Mais en plus, arrivé à la fin, j'avais l'impression qu'il manquait un bout. Ouais, le bout, bah, c'est qu'ils avaient investi sur une franchise et qu'au final, non. Et ouais, le troisième acte, c'est l'écroulement d'une franchise, malheureusement. Manu, tu l'avais souligné, donc il y avait 125 millions de budget, tu ne le savais pas et tu ne l'avais pas vu. Ah, pas du tout. Hein. Personne ne l'a vu. Alors moi, je l'ai vu. Moi, par exemple, par rapport aux costumes, les costumes sont ultra détaillés. Enfin, il y a quand même un soin vraiment, vraiment apporté sur les costumes et sur la production design. Et c'est encore plus visible par rapport en fait aux deux autres films qu'on a vus dans la sélection. Je pense qu'il y a un gros budget marketing. Bon, il n'est même pas compris dedans, mais c'est un truc de fou. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais il y a aussi le tournage s'est déroulé en dur sur l'île de Malte durant 4 semaines sur plusieurs décors construits pour l'occasion. Il n'y a qu'une ou deux scènes où t'arrives à voir que c'est du dur, mais c'est noyé sous la mélasse, en fait. C'est con, hein. Ah, puis dans une photo sombre à mort, ils mettent rien en évidence. Il y a aussi une emphase toute particulière par rapport aux cascades et scènes de parcours caractéristiques du jeu. Elles ont été aussi réalisées en dur avec des cascadeurs renommés comme Damien Walters, qui a bossé sur Skyfall, Kick-Ass et Captain America. Il a notamment réalisé le saut de la foi qu'on voit dans le film en sautant de 38 mètres de hauteur. Ça, ce qui est con justement, c'est que t'aies un tel budget et que derrière tu fasses de la com autour de ce genre de conneries. Dans le sens où, tu sais, moi je vais te parler des gens. J'allais forcément t'introduire comme le spécialiste de Jackie Chan. Par exemple, bah oui, non mais évidemment, tu vas me parler de mecs qui font des cascades en dur justement parce qu'ils ont une culture de la débrouille, tu vois. Si je te parle de Jackie Chan, forcément, oui, quand il saute de 20 mètres de haut et qu'il se viande vraiment par terre, il le fait vraiment et tu le vois à l'écran, quoi. Ça sert à rien de faire une cascade en dur si c'est pour qu'on la remarque même pas au final, quoi. Le problème du film, en plus, on n'en a pas vraiment parlé, c'est que c'est surtout une déception parce que ça présageait, en fait, c'était un truc qui était carrément greenlightable, quoi. Tu vois, parce que le lore d'Assassin's Creed, bon, il est déjà foutraque dans les jeux, hein. Ils ont fait 2 jeux qui se tenaient à peu près, et après ils ont passé leur vie à essayer de courir après une espèce de fil rouge. D'abord aussi, si ça s'est cassé la gueule au niveau de l'histoire et que ça n'a plus aucun sens, c'est que les 2 créateurs originaux de la série se sont barrés au moment donné. Patrice Desilets et Jay Raymond. On est en France. Oui, mais on est en Québec, quoi. Ah oui, pardon. En fait, Patrice Desilets s'est fait virer pour divergence créative. Les fameux. Il est parti chez le concurrent THQ. Il développait un projet alterne, en fait, un projet de un peu Assassin's Creed Killer, quoi, chez la crèmerie d'en face. Le problème, c'est que THQ s'est planté, a fait faillite. Donc Ubisoft derrière a racheté le studio. Du coup, ils ont récupéré donc le projet, ils ont récupéré Patrice Desilets, puis ils l'ont reviré finalement. C'est beau. Je raconte cette belle histoire à la con. En fait, c'est pour dire que la licence Assassin's Creed depuis le 2, depuis que Patrice Desilets s'est barré, en fait, ils ont plus aucune idée de quoi foutre avec cette histoire de merde. On se retrouve avec
plusieurs solutions sur les différents jeux où on se dire est-ce qu'on garde la partie réelle ou est-ce qu'on garde le truc quoi, enfin et puis pirate tout ça. Ah, bien sûr. Bref. Non, mais à la rigueur, ils ont un lore originel qui peut fonctionner dans le sens où à partir de ça, tu peux mettre en scène à peu près n'importe quelle époque et ça peut fonctionner, tu vois. Ça s'attache au concept de base. Le seul souci, c'est qu'ils ont passé, j'ai l'impression, quand même beaucoup de temps à essayer de se débarrasser de l'aspect futuriste de leur truc, l'aspect un peu SF, quoi. Dans le sens où ce qui intéressait les joueurs, je pense que c'est justement de revivre des glorieuses époques du passé, que ce soit la piraterie, les problèmes du génocide amérindien et tous ces trucs-là, quoi. Donc en fait, c'était un projet carrément greenlightable parce qu'en plus, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a Justin Kurzel quand même qui est là, qui est pas un manche du tout, hein. C'est clairement pas un cinéaste foireux, quoi. C'est quand même un mec qui a fait juste avant son Macbeth avec Jeff Fassbender et Cotillard, quoi, et qui avait fait c'est ça, les crimes de Snowtown, un truc comme ça, qui est un vrai film de Bush australien en fait. Mais c'est un vrai cinéaste australien dans le sens où en fait c'est des mecs qui sont bizarres parce qu'ils ont le cinéma de genre australien est assez brillant, mais par contre c'est des gens qui sont assez durs à déloger pour les intégrer dans le système hollywoodien, parce que c'est un petit peu atypique le cinéma australien, tu vois, si tu penses à des mecs comme David Michaud, même George Miller, tout ça, c'est des mecs qui font leur beurre sur en fait l'atypisme de leur pays, quoi. C'est les paysages de leur pays, tu vois, l'urbanisme australien, mais dès que tu les fous dans un contexte extérieur, en général ils sont souvent paumés, et ça crée des projets qui engendrent que la frustration, et Assassin's Creed c'est complètement ça, quoi. C'est le film d'un mec qui a vraiment les mains liées, qu'ils ont pris pour essayer de lancer une saga. Bon, ça a pas marché, d'ailleurs je crois que ça a complètement foiré parce qu'en fait ils avaient créé une branche d'Ubisoft spécifiquement dédiée à adapter leur licence. C'était Ubisoft Motion, je sais plus quoi. Là. Ubisoft Motion Picture, il y avait The Division qui était prévu aussi. Hein. Ouais, je crois qu'il est prévu en série maintenant. Je sais plus exactement, mais du coup, voilà, ça a foiré. Et puis Manu parlait tout à l'heure de Michael Fassbender. Ça a foiré aussi. Bah, en fait, c'est un mec qui a une carrière absolument ambivalente et paradoxale, quoi, parce que je pense que c'est un type qui a cherché pendant toute sa vie à faire un peu comme d'autres acteurs, c'est-à-dire à trouver peut-être sa franchise pour lui assurer un espèce de Tom Cruise avec de succès, de succès pas critique parce qu'il l'avait déjà, mais plutôt public, quoi. Non, parce que c'est un mec qui a été très brillant dans des trucs plus autorisants, tu vois. On l'a vu chez Steve McQueen, par exemple. Enfin, il y a pas que Shame, mais dans plein d'autres trucs, il a été plutôt brillant, quoi, tu vois. Et il s'est retrouvé plusieurs fois à faire des trucs d'exécutant, quoi. Il a fait un bon Magneto pendant un film et un non, faut arrêter. On peut le dire maintenant que c'était horrible. Non, franchement. First Class, c'était bien. Moi, j'aime vraiment beaucoup First Class. Après, derrière, ça part en couille, quoi. Mais non, mais vous avez le droit. Demi Bryan-Singer, c'est vous qui voyez. C'était Matthew Vaughn. C'est Matthew Vaughn, First Class, en plus, t'as raison. C'est Days of Future Past après que c'est ça le problème. Mais bon, bref, mais tu vois, donc c'était carrément pas dégueulasse comme projet à l'origine. Tu vois, je pense qu'il y avait un bon cinéaste, en tout cas un mec qui a un petit peu de métier quand même, qui d'ailleurs depuis a refait des trucs pas mal, donc quelque part, tu vois, c'est pas trop grave, quoi. T'as un casting qui tient à peu près la route et un lore qui mélange SF et film d'époque. Quelque part, ça devait matcher un petit peu, quoi. Et en fait, le film est complètement, il est sur une patte, quoi. Tu vois, t'as l'impression, justement, on parlait de budget, et je pense que le problème déjà, c'est qu'ils ont pris un petit peu le concept du jeu à rebrousse-poil, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de mettre l'emphase sur le volet SF, quoi. Comme ça, ils ont décidé de mettre l'emphase sur le volet SF, sur la partie un peu laboratoire, tu vois, ce qui est clairement pas le truc le plus intéressant. Quand tu vas voir Assassin's Creed, tu t'attends justement à des trucs d'époque, un peu avec de la voltige, de la varap, tout ça. Au final, t'as 3 scènes. Et un peu de lumière. Un peu de lumière. Ouais, ça c'est un problème, la photo du film aussi. Mais pourtant ça commence pas trop mal. Moi je trouve que la petite séquence qui se passe dans les années 80 au début là, il y avait un beau scope et tout, c'était pas dégueulasse, tu vois. Et en fait après ça part en vrille. T'as donc l'espèce de photo monochromatique là dans le labo et un truc un peu chaud, dégueulasse, fond vert en Espagne, voilà, avec donc le fameux assassin Aguilar. Qui est contextualisé d'ailleurs dès le début n'importe comment, hein. C'est assez improbable. Je sais pas, c'est un film, il lui reste des idées, j'ai l'impression quand même à droite à gauche. Tu vois par exemple l'Animus. Alors l'Animus du coup ils ont pas pris le même que dans les jeux, c'est une sorte d'espèce de cabine VR d'habitude, et là ils ont pris le parti de faire un espèce d'outil de réalité augmentée, tu vois. Et ça aurait pu être une idée de mise en scène qui est pas mal, et en fait non, t'as juste des inserts de Fassbender qui refait les mouvements de son ancêtre au même moment, voilà. C'est juste pour le foutre à poil en fait. Oui, ça c'est un peu son fond de commerce. Il y a aussi t'es tenu par la colonne comme Palpatine. Ouais, c'est ça, ouais. C'est jamais traité, quoi. Voilà, quoi. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Bon, ça pouvait pas marcher, quoi. Et en plus, justement, le problème, c'est que le cœur du jeu, donc c'est la varap, la plateforme, un peu, quoi. Et la seule scène d'escalade que t'as, putain, j'ai rarement vu un découpage aussi foireux, quoi. C'est assez terrible. Tu comprends pas du tout ce qui se passe. Je dis pas ça parce que t'as vu Alone in the Dark et Street Fighter cette semaine. Ouais, tu peux pas me dire que non, mais on y viendra. On y viendra, mais là je te parle vraiment de découpage d'action foireux, et c'est ça qui fait la différence, je pense, entre une bonne et une mauvaise scène d'action, c'est la lisibilité, quoi. Enfin, pas forcément la lisibilité, mais au moins que tu saches la gestion de l'espace, quoi. Que tu saches ce qui se passe à quel moment, quoi. Et on comprend absolument rien, tu vois bien que c'est cuté n'importe comment. En plus, tu me dis qu'il y a des vrais cascadeurs qui ont vraiment fait des trucs. Si c'est pour faire des cuts toutes les 2 secondes, ça sert à rien d'avoir des vrais cascadeurs, hein, véritablement, hein, parce que le principe d'un cascadeur, justement, efficace et compétent, c'est que
tu cuts le moins possible pour que tu vois que c'est réel, quoi. Là, tu vois absolument rien. Je veux dire, ça aurait pu être dans le vide sur du fond vert. Ça aurait pu être un film du MCU si tu veux, c'est pas grave, quoi. Et non, mais bon, on le sait bien que c'est de la fumisterie. Non, mais c'est pas. Il faut arrêter un petit peu. Il y a pas me parler de scènes d'action et de MCU, quoi. Je veux bien m'y reconnaître des tas de trucs cool, mais pas ça, quoi. On va pas taper sur le MCU, on va pas taper sur un handicapé, si tu veux. Oh, mais, le vieux con. Non, mais c'est pas ça. Me prenez pas pour ce que j'ai pas dit. Il y a d'autres qualités, mais c'est pas l'action, quoi. C'est screené, monsieur, c'est screené. Il y a d'autres qualités, mais ça peut pas être l'action. C'est pas possible. Mais bon, voilà, je sais pas si j'ai grand chose à rajouter sur ce truc. Je crois que je me suis endormi furtivement avant la fin, donc j'ai pas tous les éléments du lore de la conclusion, tu vois, mais. Ah non, c'est qu'il y a pas de conclusion. Ouais, c'est ça. C'est complètement inintéressant, tu sais pas. Et puis, c'est pareil, enfin, le plan quand même, s'il faut revenir un petit peu sur l'emphase qu'ils ont mis sur le scénario, le plan des Templiers, c'est de niquer le libre arbitre avec la pomme d'Éden, là, c'est ça. Et donc, du coup, face à eux. Avec son code génétique. T'as les assassins, donc, face à eux, qui, pour niquer les gens qui veulent niquer le libre arbitre, doivent se séparer de leur libre arbitre à eux. C'est ça qui est beau, quoi, tu vois. C'est les mecs qui, du coup, sont obligés d'accepter le poids de leur héritage, même s'ils en veulent pas, quoi. C'est dans ton sang, c'est comme ça, et puis tu dois devenir comme nous, nique ta mère. Voilà. Credo, t'as un ou deux moments où le film il essaye de à chaque fois, c'est ça. Il essaie de lâcher le truc, et puis finalement, non, t'es obligé, t'as pas le choix, quoi. Donc, bon, voilà. En plus, on me dit pendant tout le film que la violence, c'est mal, mais bon, les seuls types qui peuvent sauver le monde, c'est quand même des mecs qui ont des prédispositions à la violence, donc quelque part, pourquoi pas. Donc, je pense que c'est écrit un petit peu à la volée, hein, c'est pas un souci. Ça devait être un épisode introductif qui est bien trop long, c'est bordélique, c'est terrible, quoi. C'est pas un très bon film. Moi, je vous conseille juste d'aller voir je crois que ça s'appelle Le Gang Kelly. C'est le dernier film de Justice Kurzel, là, c'est sorti en DTV chez nous. Et ouais, faut mieux aller voir ça plutôt que ce truc-là, quoi. Encore un Australien qui aura foiré sa transition hollywoodienne, mais c'est classique. Justin Kurzel, justement, était revenu sur l'échec de son film dans le podcast The Fourth Wall. Pour lui, le ratage vient du scénario, car le fait de montrer le personnage de Cal synchronisé dans l'animus avec son ancêtre était extrêmement casse-gueule à retranscrire dans un film. Michael Fassbender est aussi revenu sur l'échec du film. Pour lui, c'est surtout le ton trop sérieux du film qui a flingué l'adaptation, mais est-ce que c'est vraiment ça le problème principal? Après, honnêtement, c'est un truc qui est problématique dans Assassin's Creed à la base, c'est que parfois c'est nanardeux, mais ça se prend hyper premier degré, quoi. Je veux dire, ils sont très très sérieux dans le traitement du truc, hein. C'est assez déstabilisant là-dessus. Je comprends, mais je sais même pas si tu pouvais faire quelque chose de second degré, un peu fun, en fait, un peu décalé dans cet univers. Bah non, c'est pour ça. Un truc qui se prend au sérieux comme ça, qui a une espèce d'histoire ancestrale de guerre clandestine, bon, voilà, quoi. Avant de conclure Assassin's Creed, Karim, tu avais quelque chose à dire sur le film? En vrai, je pense que le problème du film, il vient encore une fois de la volonté d'adapter un jeu vidéo et pas d'essayer en fait de retranscrire ce que peut apporter le jeu vidéo. Et c'est tout le souci du film parce qu'en fait, il prend, et c'est commun à plein d'adaptations de jeux vidéo, il prend en fait les pires aspects du jeu vidéo et il te les met à l'écran. Si tu as fait le premier Assassin's Creed, quiconque l'a fait, tu dirais que c'est un jeu qui était cool, novateur, mais ultra répétitif, ultra chiant. Parce que tu avais toujours les mêmes phases. Et en fait, c'est exactement pareil dans le film, mais c'est les mêmes que dans le jeu. C'est-à-dire que tu vas voir ton personnage dans un temps qui va être dans le laboratoire des méchants. Tu vas retourner dans le passé, tu vas revenir, tu vas aller dans ta chambre, tu vas faire des trucs, tu vas te réveiller, tu vas retourner dans le labo, tu vas retourner dans le passé, et ainsi de suite. Et le film est exactement pareil. Tu peux découper le film exactement de la même façon. Donc le film devient complètement ennuyeux et il cherche jamais en fait à faire autre chose que du fan service à ceux qui aiment le jeu. Moi, j'avais ma copine qui regarde à côté de moi qui ne connaît que à travers la culture populaire Assassin's Creed. Un quart d'heure. Après, elle s'est barrée. Parce que tu peux pas accrocher si en plus, si tu fais pas caresser ton ego de joueur. Et le film fait que ça, hein. T'as des easter eggs de fans de tous les sens. T'as le vrai Animus qui est derrière, l'Animus chelou qu'ils ont foutu. Toutes les armes, elles appartiennent à un truc de la licence. Donc ouais, je veux dire, c'est vu qu'ils avaient rien d'autre à faire, ils ont fait ça, ils ont brodé une histoire de merde qui tient pas, et il y a ce délire en fait d'avoir centré le truc sur l'animus, cette espèce d'objet là, et je comprends pas. Dans les jeux, on te vend toujours un côté réel très froid, et genre tout est fait chez Apple, t'as que des plaques, des lumières, t'as rien d'organique. Et cet animus là, qui est beaucoup trop robotisé, on dirait sorti d'un truc cyberpunk, je trouve que ça colle pas du tout. Et ça vient même niquer le truc en fait, c'est que ils ont genre les pyjamas les plus classes du monde, en vrai, tu vois, ils sont genre magnifiques Nia, mais t'as cette espèce de truc dégueulasse, suintant d'huile et tout, enfin je sais pas. Ça aurait pu être un truc de mise en scène qui aurait pu fonctionner, tu vois. Le fait d'avoir fait ça en mode réalité augmentée avec justement le descendant et l'ancêtre qui font les mêmes mouvements, mêmes moments, tu vois. Mais bon, en fait, ils collent juste des inserts dedans et c'est jamais traité, donc ça sert à rien. Pour moi, le film, il veut juste, enfin, avant de voir le film, j'étais allé checker la fiche wiki, voir le budget, donc j'étais pas étonné de voir autant CGI.
CGI. Et pour moi, en fait, le film, c'est juste 125 millions. Pourquoi? Parce qu'on peut. Et ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient dedans, en fait. À tel point que c'est triste quand j'ai appris, justement, le coup de la cascade, le saut de la foi, vraiment fait, 38 mètres, machin et tout. Il y a eu un record. C'est fat. Tu vois rien. Moi, j'étais persuadé que c'était... Bah non, je le remarque pas. C'est quoi l'intérêt, quoi? Pourquoi? T'as fait ça pour rien, mec? C'est ça. Au crédit, t'as plein de chorégraphes. Mais en vrai, les pauvres, quoi. Je veux dire, ils sont fait chier sur la gueule. Je veux dire, c'est Michael Fassbender, apparemment, qui s'est entraîné comme un fou. Mais c'est pas un mec qui a des capacités martiales de dingue. Hein. Voilà. Enfin, même, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est que les gars ont dû se faire chier en post-prod, enfin, en pré-prod, en post-prod et tout lignard pour un truc où le résultat, c'est même pas ça. Simplement, en fait, parce que le film n'est même pas voué être un film, il est juste voué être un objet commercial pour relancer la licence. En fait, le truc, c'est que je pense qu'on en revient à une espèce de réflexion globale sur le thème de l'émission, c'est que on dit souvent que, tu sais, par exemple, les cinématiques de jeux vidéo ou la mise en scène de jeux vidéo, c'est du mauvais cinéma. C'est un truc qui revient régulièrement. Et peut-être que c'est vrai, tu vois. J'en sais rien, en fait. Mais du coup, je pense que pour adapter ce genre de truc, limite, tu ferais un délire un peu gonzo, un peu bisseux, ça pourrait marcher, je pense. Non, mais vraiment, tu vois, parce que c'est quand même un mec qui voyage dans la mémoire de son arbre généalogique pour revivre des trucs. Enfin, c'est complètement con quand il pense. Et en fait, le souci, c'est toujours ces problèmes de trucs d'exécutants qui pensent faire quelque chose de profond et philosophique. Franchement, il faut pas se prendre au sérieux quand on fait ce genre de choses, quoi, véritablement. Et c'est le problème quasiment de 2 films sur 3, je pense, ce soir qu'on va aborder, mais voilà. Je pense que le fait de se prendre au sérieux est un sacré problème. Et c'est pour ça que une bonne adaptation de jeux vidéo, je sais pas si on en a déjà eu une, vraiment, tu vois. Sonic. Mais arrête avec ça. Doom après ce soir, Doom. Non, mais arrêtez, c'est pas possible. Je peux changer ma note, au fait. Mais il y a ce fantasme de gamer de voir ces jeux vidéo adaptés sur grand écran. C'est un fantasme que j'ai jamais compris, moi. Ouais, putain. Mais je pense pas qu'ils aient besoin de ça. Tu vois, vraiment, quoi. Je pense que c'est vraiment 2 médiums qui sont cloisonnés et qui doivent pas forcément se rejoindre parce que ça fonctionne pas, quoi. Les codes sont pas les mêmes, ça fonctionne pas pareil. Pour l'instant, il y a une démarche intellectuelle, je trouve, qui est pas faite dans les deux sens. Enfin, autant je trouve que le jeu vidéo s'est enrichi en piquant un peu au cinéma. Oui, bien sûr. Le cinéma s'enrichit du jeu vidéo en chopant la techno aussi. Hein. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est que quand on décide vraiment de parler de jeux vidéo, il n'y a pas cette démarche-là. Il y a plus cette démarche-là dans des films, je dirais au pif, comme Scott Pilgrim. Bien sûr, c'est un des seuls films qui traite correctement de jeux vidéo, Scott Pilgrim, parce que justement, il a pas besoin de t'expliquer les règles. C'est ça le truc. Parce que lui, là, il est dans la démarche inverse, voilà, de dire qu'est-ce que le jeu vidéo peut apporter au cinéma, quoi. Alors que là, tout ce qu'on va faire ce soir et tout ce qu'on affilie aux jeux vidéo directement, ce ne sont que des adaptations. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à franchir ce cap, assez simplement, je veux dire, raconter une histoire, changer de médium et s'inspirer de ça, tu vois, tu sais, dans la démarche inverse. Un peu la tristesse du truc. Assassin's Creed prouve encore une fois que l'adaptation jeux vidéo cinéma, c'est compliqué, mais attendez encore, parce que pour la suite, on arrive sur Alone in the Dark, et là, je crois qu'on touche le fond des ténèbres. Fish, the list of people I trust is short. I don't want to make it any shorter. What is it there inside of him? It's fused to his nervous system. Darby, drop your weapon on the ground now. I said drop your fucking weapon. Alone in the Dark, sorti en 2005 dans les salles américaines et en 2006 en direct vidéo chez nous, réalisé par Uwe Boll sur un scénario écrit par Alan Metzai, Michael Roach et Peter Schreier, adapté de la licence de jeu vidéo Alone in the Dark, créé en 92 par Frédéric Reynal. Alone in the Dark, aux portes de la noirceur en québécois, nous raconte l'histoire du détective Edward Carnby, incarné par Christian Slater, qui débarque sur une île mystérieuse au nom très original de Shadow Island. Il va sur cette île pour enquêter sur le meurtre d'un de ses proches. Durant son enquête, il rencontrera sur son chemin une anthropologiste incarnée par Tara Reid, avec qui il découvrira des monstres prêts à envahir le monde, et un Stephen Dorff qu'on est absolument désolé de voir dans ce massacre. Le film, comme vous l'avez entendu par-ci par-là, est en effet une des pires adaptations de jeux vidéo, notamment grâce au non-talent de son réalisateur Uwe Boll, qui s'en est fait une spécialité dans le milieu des années 2000 avec les adaptations de Blood Rain, Far Cry, Postal et House of the Dead. À ce niveau, on peut se poser plusieurs questions. Comment des studios valident le fait de filer une adaptation à un réalisateur comme lui? Est-ce que Uwe Boll est un génie ou le pire tâcheron du cinéma? Pourquoi ça ne respecte pas le jeu vidéo d'origine? Et pourquoi faisons-nous un podcast pour ne parler que de mauvais films finalement? Trouverons-nous toutes
ses réponses à ces questions avec Marvin? Non, mais ça me faisait marrer en même temps, quand on a défini le sujet de cet épisode, voilà, il y a eu une grande période des années 2000 avec Uwe Boll, qui était une personnalité, alors à défaut d'être positive, était quand même assez intéressante, quoi. Ça, ouais. Non, mais c'est un mec qui a vraiment pas d'équivalent, quoi, dans le sens où le type, il a vraiment cru en ce qu'il faisait jusqu'au bout, et c'est pour ça qu'il a même un petit clan de défenseurs. Bon, les mecs sont plutôt minoritaires maintenant, mais il y a eu un moment où les gens essayaient de le réhabiliter un petit peu, quoi, parce que c'était un type en plus qui s'était donné pendant cette décennie-là comme objectif d'adapter à peu près tout et n'importe quoi du domaine vidéoludique, et absolument n'importe comment, quoi. Et, c'est un talent, soit. Et puis c'était un type complètement improbable, quoi. Le mec était bigger than life, quoi. Enfin, moi j'ai été voir, non mais attends, j'ai pour préparer ça, pour me dire à quel point je fais bien mon boulot, quand même, j'ai été revoir des images de combats de boxe qu'il avait organisés, parce qu'en fait, les mecs, il a défié sur un ring ses détracteurs les plus virulents sur Internet, en vrai, en boxe anglaise. Sauf qu'il avait pas dit qu'il avait un passif de boxeur semi-pro. Donc il y a une scène où il y a un mineur, un gamin qui se fait mettre KO, il le défonce, quoi. Tu sais, c'est le fantasme du podcasteur qui veut aller sur Twitter pour défoncer la gueule de tous les mecs qui lui parlent mal, en fait. Et lui, il l'a fait, donc quelque part. Mais c'est mon objectif, Marvin, c'est mon rêve le plus fou. Ouais, comme tu veux, quoi. À part ça, c'était juste pour évoquer ce film-là, parce que c'est assez drôle, c'est un des seuls que j'ai vu de lui, en fait. Hein. Ouais, parce que c'est toi qui l'as choisi. Ouais, c'est moi qui l'ai choisi, je me suis pas infligé les autres trucs, là, les Far Cry et compagnie, je sais plus ce qu'il y avait d'autres, même Postal, tu vois. Les Postal, en plus, c'est terrible, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à penser que c'était bien après, enfin, c'est terrible, quoi. En fait, Alone in the Dark, là, il est plutôt adapté du 4, je crois, c'est The New Nightmare, qui est un de mes préférés, en fait, même si le jeu est complètement foutraque et tout, mais je trouvais que ça marchait plutôt pas mal, quoi. Et ce qui était marrant, en fait, c'est quand j'ai vu le casting annoncé pour Alone in the Dark, que ça m'a fait hurler de rire, quoi. Tu vois, Christian Slater, quoi, déjà en Edward Carnby, qui est fou, tu vois, Edward Carnby, c'est un mec qui est grand, qui est longiligne, qui a les cheveux longs. Là, t'as Christian Slater, il fait 1m32, t'as son impair qui recouvre 95% de sa personne. Il y a juste ses pieds qui dépassent en bas. Tu sais, il est petit comme ça, il avance tout ça. Je trouve grincheux. C'est incroyable. T'as Tara Reid qui est absolument pas, qui a absolument rien à voir avec Aline Cédric, tu vois, on vient. Et en fait, on sait pas trop comment il se place dans la timeline par rapport à New Nightmare, ce film-là. Je sais pas, au niveau. Après, c'est juste une sorte de suite, en fait. Je crois que c'est canonique dans l'histoire des. Je sais pas si c'est canonique, mais bon, vu qu'il avait les droits quelque part, ça doit l'être, tu vois. Alors, j'ai lu que c'était officiellement après. Ouais, parce que du coup, Tara Reid et enfin, Aline Cédric et Edward Carnby, du coup, ils sont amoureux, ils ont un truc. Alors que ça n'arrive jamais, normalement. Enfin, tu vois, je veux dire, on nous l'explique pas, quoi. Là, ils sont ensemble, apparemment, au début, on sait pas trop, et puis finalement, on se rend compte qu'ils sont bien ensemble, y a pas de problème, quoi. Et c'est un enchaînement de trucs lunaires qui est complètement fou, parce qu'on va pas parler de mise en scène, on s'en fout, quoi, je veux dire, c'est n'importe quoi. Arrêtons de parler de cinéma. Non, là, pour le coup, on en parle vraiment pas, on s'en tape, quoi. Mais en fait, c'est lunaire comme film, quoi, c'est complètement fou. Enfin, c'est-à-dire que déjà, Edward Carnby, il habite dans une espèce de grand hangar, je sais pas, à moitié vide, où il a un grand lit au milieu, là. Puis, à un moment, il rentre chez lui, puis il va se coucher, il dit, j'ai besoin de me reposer 5 minutes. Il se pose 5 minutes, et là, t'as Aline Cédric qui arrive et vient avec lui dans le lit, et là, t'as une scène de sexe sur de Youssou N'Dour, quoi. Et c'est complètement fou, quoi. Je veux dire, personne d'autre n'ose faire ça, tu vois, quelque part, il y a un côté un peu over the top qui est complètement dingue, quoi. Ah, mais dans tout, hein. Mais dans tout, dans absolument tout, tu vois. Enfin, c'est pareil. T'es jamais prêt. T'es jamais prêt, t'as des gunfights dans le noir, tu vois, parce qu'on veut respecter. On veut respecter, voilà, un petit peu le trope majeur, tu vois, c'est des ennemis qui sont sensibles à la lumière, quoi. Donc ils ont des munitions photosensibles, et donc on utilise un super principe de mise en scène qui fait qu'on va on va faire des gunfights dans le noir avec des munitions lumineuses, là. Donc c'est fait avec After Effects, tu vois, c'est vraiment que ça tape dans tous les sens et tout. Mais non, mais c'est fait avec un spot en champ contre champ, ils sont chacun d'un côté du mur et c'est réglé. Hein. Mais c'est complètement fou, quoi. Enfin, en fait, surtout qu'au-delà du film, il y en a eu 10 des comme ça, 10 ou 15 je pense dans les années 2000, il en a enchaîné un paquet, quoi. Il en a fait plein, des trucs aussi foutraques, des trucs aussi pourris en termes de mise en scène, en termes de scénario, en termes de ce que tu veux. Alors je sais pas, peut-être qu'il était vraiment passionné, il doit adorer le jeu vidéo, il y a quelque chose, hein, c'est pas possible autrement, mais et en fait il a même eu un petit public, je pense, avec ces trucs-là, parce que c'est à partir du moment où l'argent rentrait plus du tout qu'il a décidé de mettre un terme à sa carrière. Donc c'est que avant, dans le circuit des TV, il s'en sortait un petit peu financièrement quand même, quoi. Donc c'est quand même une personnalité étrange, Uwe Boll, tu vois. Et au final, c'est un mec qui se prend vraiment pour un auteur qui croit en ce qu'il fait pour donner ce résultat-là, tu vois. Il y a rien de clivant dans ce film-là. Il y a rien d'autorisant, en fait. C'est juste un film pourri de vidéoclub, tu sais, ou de bac à 1 euro, quoi. Enfin, il y a vraiment que dalle, tu vois. C'est le vrai des TV ultime, quoi. Donc, et puis attends, la direction artistique, quand même, Alone in the Dark, c'est un truc normalement qui se passe sur des îles avec des rochers et tout. T'as du tonnerre. Là, t'as l'impression qu'ils ont filmé en bas de chez moi. Ah, Saint-Malo, Michael. Tu vois la rue toute grise et tout. Le mec, il se bat comme ça. C'est hallucinant. Et puis son impair, c'est un truc de fripe qu'ils ont pris 2 minutes avant le tournage. Ils ont collé un impair à Marcel. Et puis, il y a un côté débrouille qui est complètement improbable, quoi. Donc, moi, je trouve ça fou. Et moi, je trouve ça
ça fout que des gens lâchent les droits de leur jeu pour donner ce truc-là, quoi. C'est absolument pas rendre service à leur saga, qui était quand même un petit peu mythique, quoi, tu vois. Et apparemment, il y a une suite. Il y a Alone in the Dark 2 sorti en DVD. Je sais pas si c'est UV Ball aussi qui fait la suite ou pas, mais non, j'en sais rien, tu vois. C'est les scénaristes du premier qui font la suite. Ah ouais, d'accord. Déjà qu'ils étaient 3, les mecs, ils ont super bien écrit quand même. Franchement, l'histoire des... Non mais il y a une scène qui me fait... L'histoire des... c'est Manu qui disait qu'il y avait des Goa'uld. C'est les bestioles qui sont accrochées à leur colonne vertébrale là. Puis au moment il va chez son pote qui est juste médecin légiste et puis il lui dit mais est-ce qu'on pourrait pas l'extraire. Tu sais, il parle d'un truc qui est sur sa colonne vertébrale quand même. Donc, et l'autre fait ah ouais mais le risque de paralysie quand même c'est complètement dingue quoi. Voilà, t'as que ça pendant 1h30, c'est complètement fou et la conclusion est hallucinante quoi. Ça c'est vraiment ça illumine tout le film quoi. Je vous la spoile pas, allez voir 5 minutes à la fin. C'est pas sympa. Franchement, je voulais juste vous faire du mal. Enfin, franchement, c'était juste pour ça. Gros connard. Parce qu'il y a rien à dire sur ce truc. Il y a rien à dire sur ce truc, c'est l'enfer. Mais voilà, je voulais juste vous faire un peu de mal, quoi. Fallait bien prendre le fond du panier, tu vois. Uwe Boll avait de l'ambition pour son film. Il voulait nous transposer l'ambiance terrifiante du jeu, nous redonner la peur du noir avec un suspense époustouflant. Chose que lui-même dira qu'il a réussi, que les spectateurs n'étaient pas prêts pour ça. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il croit en ce qu'il fait. Et moi, ça c'est vous, parce que tu pourrais te dire, ça c'est un truc qui est fait par-dessus la jambe. Non. Le gars, il y croit à fond. Le pire, c'est qu'il pense qu'il a réussi. Ah oui, puisqu'il accepte jamais la critique de toute façon. Donc Une autre info qui m'a fait rire pour la route, il voulait pour le lead cast l'acteur Christian Bale et l'actrice Jessica Alba. Tant qu'à faire. Chose qu'il n'a pas eu. Ça serait tenu. Au final, il a un autre Christian. Ouais, paye sa gueule. Hein. Et c'est quand même le mec qui est lead cast de True Romance et qui était dans Le Nom de la Rose. Voilà, c'est marrant de le voir là, quoi. C'est hallucinant, quoi. Il y a des carrières tristes, ce soir. La tristesse. Bon, il a eu son petit Christian, à la place d'avoir Christian Bale, il a eu Christian Slater, mais le truc, c'est qu'il regrette d'avoir eu Tara Reid parce qu'il dit qu'elle jouait comme une énorme chaussette. Ah, ça, c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. On peut pas se tromper là-dessus. Ouais, mais bon, c'est comme un énorme foutage de gueule, t'as vu la gueule du directeur. Et on a aussi Stephen Dorff aussi, un grand second rôle des années 2000. Il avait joué dans Blade, non? Fabuleux. Oui, il a eu que ça. Ouais. Sinon, après, il s'est retrouvé dans plein de productions Besson et tout. Ouais, mais bon, faut bien bouffer, hein. Ouais, c'est sûr. Moi, Stephen Dorff, sa carrière, pour moi, c'est Blade et True Detective saison 3. Entre les deux, j'avais rien vu. Ouais, la même. Et Riders, je crois. Tiens, Karim, est-ce que tu as le même avis que Uwe Boll sur son propre film? Ça veut dire le Citizen Kane du film d'horreur. Ah, mais tellement, en vrai, c'est le cas d'école parfait. En fait, j'étais déçu. Comment ça? Déjà, ça me surprend que tu as des attentes. En fait, ce film, je l'avais pas vu. Mais il a tellement été... Tout le monde en a tellement parlé que c'est comme si je l'avais vu. Donc je pensais que c'est bon, le travail était fait. J'ai dû le voir pour ce soir. Et je me suis dit, j'étais préparé normalement pour marrer devant le film. Et j'ai pas rigolé. C'est ça qui est triste. Je pensais avoir suffisamment de recul pour le prendre comme un nanar. J'y suis pas complètement arrivé parce que c'est vraiment chiant. Et là où où ça devient vraiment compliqué, c'est quand tu comprends, là je rejoins Marvin, que il croit à ce qu'il fait. C'est assez dingue. Et c'est assez dingue de dire que c'est comme si t'avais ton tonton beauf bourré à Noël qui faisait des films. En fait, il voit pas le monde comme toi. Et tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Ça donne des trucs marrants quand t'arrives à sortir un peu du film, mais c'est beaucoup trop long et ça essaie d'être beaucoup trop complexe. Surtout quand tu le regardes en mode, faut que j'en parle ce soir, faut que j'essaie de trouver des trucs à dire. Ah, c'est compliqué de pas tomber dans le piège de c'est pas le bon bout. C'est pas facile, hein. C'est ça, là, tu prends vraiment comme une punition. Et tout est stellaire, tout est lunaire, vraiment. Enfin, je rejoins vraiment Marvin parce que il y a des fois où juste tu comprends pas. Il y a un truc qui m'avait marqué, à quel point je comprends pas. Il décide vraiment de se faire un moment un peu gore dans le film, vers la fin, où t'as le meilleur acteur du film là le bras, enfin le troisième du bureau 713 qui joue aussi dans House of the Dead d'ailleurs, acteur récurrent d'Uwe Boll, bref, chance. Et il essaye un moment un peu gore, tu vois, donc et je sais pas pourquoi d'abord il le cut avec un plan de l'extérieur et ça revient sur le mec qui meurt. Donc t'as le mec qui se fait découper, cut, plan de l'extérieur, cut, le mec qui meurt. Et tu te dis, il y a un moment tu t'es fait chier. Il y a un moment c'est une action que t'as fait, donc c'est une perte de temps. Ça veut dire que t'as réfléchi sur ce voilà. Pourquoi, comment, qui fait ça? Et franchement c'est abusé. Il y a plein de chroniqueurs et qui ont dit quoi, c'est un cas d'école. Regardez ce film, faites l'inverse, vous ferez un bon film. Certes, mais quand même, c'est 1h40. On n'a pas parlé du design des créatures aussi, mais c'est quelque chose. Ah, mais le design des créatures est formidable. Pareil, genre, les trois protagonistes, qui va dire Tara Reid, Christian Slater et le petit vieux néfaste. Genre, il y a pendant la première demi-heure, tu les vois plein de fois, mais genre, c'est la même scène, découpée et étalée sur une demi-heure. Genre, Tara Reid, elle a dû rester, je sais pas, une journée dans son bureau. Il y a 4 scènes. À ouvrir des caisses. Ouais. Et c'est là que tu sens que rien ne va. C'est même pas au niveau d'un téléfilm M6 à 13h, tu vois. C'est chaud. C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, c'est même pas assez. Ce qui est triste,
t'arrives même pas à le trouver assez nanar. En fait, c'est ça la vraie tristesse de ce film. Mais tu peux pas rigoler. Hein. Ouais, non, parce qu'il t'emmerde, vraiment. Enfin, même dans d'autres films d'Uwe Boll, en fait, pareil de Postal tout à l'heure, quand il essaie de faire un truc, il y arrive pas, et souvent parce que il en fait des caisses, en fait. Il est beauf, en fait, c'est ça. C'est un beauf. Donc ouais, Alone in the Dark, je le recommande pas, mais dans un mood joyeux avec des copains, ça peut peut-être être... Non, il est nanar, trop chiant. Je suis pas sûr. Uwe Boll se déclare comme étant un maître du cinéma tel que David Lynch ou Martin Scorsese. Oui, c'est vrai qu'il cite souvent David Lynch en plus. Ça, c'est sa com aussi. On peut le dire, Alone in the Dark, c'est mieux que Mulholland Drive. Ferme bien ta gueule. Quel connard. Alors, ce que l'on sait moins avec Uwe Boll, c'est qu'il a une carrière ultra prolifique en tant que réalisateur. Devinez combien de films il a réalisé au total? 35, je dirais 35. Je dirais 28. Toi, le plus proche, c'est 23 films entre 91 et 2016. La question que je me pose, parce que même si le film est extrêmement chiant, est-ce qu'avec un gros tarpé et complètement en état second, est-ce qu'on peut rigoler face à ce film? Il m'a fait moyennement rire. Faut savoir que, je vous disais tout à l'heure, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo. Alone in the Dark, je connais que de nom. J'ai jamais, ne serait-ce que vu des images du jeu. Jamais tenté, ça m'intéresse pas. Je suis pas trop un fan d'horreur, en fait. Et par fanboyisme, j'ai acheté Alien Isolation, j'ai joué 20 minutes parce que je pouvais pas, quoi. C'était pas pour moi. Et c'est vrai que c'est hardcore aussi, Alien Isolation. Ouais, je respecte. Hein. Non, mais j'ai même pas osé. à la différence de Karim, moi, personne m'a jamais parlé de ce film. C'est vraiment une tranche du cinéma qui était ailleurs. À la belle découverte. Tu étais heureux jusque-là. C'est un peu ce que te raconte le film, c'est qu'il y a l'ombre et la lumière. Moi, il y en a qui ont ouvert la porte. Il y a des trucs. Et le film te dit qu'il faut que ça reste fermé à la base. Toi. Ouais, voilà. Et Marvin a ouvert la porte pour moi. Ah, il y a un côté Necronomicon, en fait, mais dans le film en soi, tu vois. Je suis content parce que je t'ai ouvert une porte vers un truc que tu soupçonnais même pas. Ah ouais, non, mais je le soupçonnais pas. Mais c'est pas la première fois que tu ne fais pas le coup, parce que la première fois où on t'avait invité sur Retour vers le Turfu, tu as découvert Joule. Ah, mais il va arrêter le podcast avec nous, en fait. À un moment, il va en avoir marre. Entendu une chanson de Joule en entier. Le mec, en une semaine, il a fait Joule en Alone in the C'est la Dark. bonne époque des podcasts présentiels, ça. Nous y reviendrons un jour. Toujours est-il que, du coup, je me suis lancé un peu, parce que j'ai entendu beaucoup parler du Uwe Boll dans ma vie, tu vois. Même si je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Et du coup, je me suis lancé un peu vierge de toute avis sur ce que j'allais voir. Et là, ça commence par un texte. Je me dis, ok, je vais lire. En fait, 3 secondes après, non, il y a la voix de Honest Trailer ou je sais pas quoi qui commence à lire le texte. Ah, mais c'est un audiobook, le bordel, quoi. Là, j'ai assimilé le texte, donc je me suis dit très bien, on parle sur ça. Ok, pourquoi pas. Et derrière, c'est une voix off de Christian Slater. Alors là, je suis encore plus désarçonné. Je me dis, ok, donc c'est ce genre d'histoire et c'est ce genre de film. Et en fait, à chaque étape, j'étais pas préparé à ce qu'il y allait se Toujours plus haut, toujours plus loin. Mais on l'a vécu avec toi en live, le film. J'ai rapidement compris que c'était un mauvais scénario de Buffy, sachant que je suis fan de Buffy, hein, mais un mauvais scénario de Buffy étiré sur 1h40, avec beaucoup d'expositions, que parfois ça faisait un crossover avec Constantine ou Supernatural dans l'idée. D'ailleurs, les monstres, c'est un peu les Léviathans de la saison 7 de Supernatural, pour ceux qui auront vu. Okay. C'est la même idée, sauf que c'est une série CW, hein, Supernatural, c'est pas un film. Donc on peut leur pardonner beaucoup de choses et il y avait de la qualité dans l'écriture, même assez régulièrement dans Supernatural, que je n'ai pas du tout retrouvé ici. Non, c'est particulier. Enfin, dans tout, la mise en scène, t'as dit que tu voulais pas en parler tout à l'heure, Marvin, parce que ce serait peut-être trop facile de tirer sur l'ambulance, mais j'ai jamais vu ça en fait. On va lui défoncer sa race. J'ai jamais vu ça. Du mec qui est en mode monologue intérieur dans sa voiture, dans son taxi, là, d'un coup il y a une course-poursuite avec un méchant. Elle est incroyable, elle est incroyable. Un bijou, Course-poursuite. Après, il se traque à pied, le mec il fait des sauts. Ouais, tu vois l'enchaînement des sauts de câbles, tu vois. Tu peux voir presque les câbles. Et la tête du type quand il se fait tirer dessus, c'est incroyable à chaque fois. Quoi. Oui. Mais la tête, non, mais la scène où il tire et du coup t'as un zoom vers l'intérieur de son flingue, tu vois la balle partir et l'autre balle revenir. Oui, il y a un plan de John Woo. Ouais. Ça repart et là tu vois la balle partir jusqu'à traverser le cœur du gars et oh là là, il court toujours. Incroyable, j'ai perdu 37 secondes de ma vie sur ça. Alors qu'il suffisait de lui planter un truc dans le bide et c'est bon. Non, mais c'est surprenant. Et puis derrière, après, j'ai découvert Tara Reid, incroyable. Que du grand casting, que de la grande réalisation. Il y a des fois, je sais pas. Tara Reid, on l'a mentionné, et je vais en parler en off, carrière incroyable que cette actrice-là. Mais en fait, comment on arrive à avoir cette carrière, quoi? À quel moment si on te propose un rôle, tu sais que c'est mauvais, en fait. Ouais. Tu sais que le film, c'est fini pour lui. Et du coup, il y a des gens qui l'appellent. Il y a des gens qui l'appellent pour lui proposer un rôle en ayant vu ses autres rôles.
Et tu sais, les agents des acteurs, ils ont une place, ils gagnent de la thune. C'est chaud quand même. Il y a un moment, qui sait qu'il y a du bif. Ils pouvaient pas acheter des bitcoins au lieu de produire ça. Je veux dire, ils avaient quelque chose. Il fallait avoir un peu de jugeote. Non, moi, j'ai pas compris. Enfin, je suis arrivé dans. Je pense qu'en effet, peut-être que. Alors, j'ai très rapidement compris que ça allait être beaucoup plus appréciable dans des conditions psychologiques différentes. Je ne ferai l'apologie d'aucune chose illégale ici, mais c'était mieux. Et ouais, même c'était chaud quand même. Ouais, c'est chaud quand même, mais ça passe mieux. Ça passe mieux, ça aurait été mieux entre potes, ça aurait été mieux de pouvoir en rigoler en direct, quoi. Parce que là, au final, c'est quand même dur. Et au point où, à un moment dans ma tête, je me suis fait un jeu, je me suis dit, ça se passe dans le même univers qu'Assassin's Creed. Des organisations secrètes qui se battent contre un truc. Ça se tient. Elles sont peut-être concurrentes. C'est les Abkhani qui ont fait la pomme d'Eden. Ah ouais, It's Abkhani. Alors, c'est ça, les Abkhani. C'est la réplique. Je pense qu'il y a 7 dialogues de Taharid, il y en a 5, c'est It's Abkhani. Dans la même pièce. Mais ouais, c'était marrant de se dire que peut-être il y avait des assassins et des templiers dans ce monde qui se battaient pour prolonger la lumière de notre façon. C'est quand même un film qui se termine de manière en plus extrêmement... Tiens, parce qu'en plus, le pire, c'est que vu qu'il y croit, il pense faire un truc sombre et mature, encore une fois, mais c'est juste sombre parce qu'il y a du noir, tu sais. Il y a du noir dans le film, du coup, c'est sombre. Et carrément, il termine son film sur l'extinction de l'humanité, quand même, quoi. Ouais. On en est là, alors que t'as jamais vu d'enjeu avant. Il y a que dalle, quoi. T'as jamais l'impression que les gens sont en danger. Il fait penser à Assassin's Creed dans son mode la fin, ça arrive un peu n'importe comment, tu t'y attends pas, quoi. Et t'as quand même un truc qui peut-être va les attaquer, tu sais. Exactement. Mais ce dernier plan, ce plan final. Incroyable. Waouh. Le cliffhanger final est fou, quoi. Et du coup, j'ai juste envie de voir la suite pour savoir ce qui s'est passé, quoi. Tu vois ? Moi, je pense qu'il croit qu'il a fait la fin de saison 2 de Twin Peaks avec ça. Ouais, c'est ça, ouais. Avec le gros cliffhanger d'enculé. C'est pour ça qu'il se compare à David Lynch. C'est pour ça qu'il se compare à David Lynch, clairement. C'est hyper sombre. Ouais, et puis à la rigueur, tu sais, c'est comme David Lynch. Si les mecs disent que c'est pas bien, ils diront ouais, vous avez pas compris, c'est tout. Voilà. Ouais, sauf que David Lynch, il dit clairement, j'ai pas envie de t'expliquer. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais lui non plus, Uwe Boll non plus, t'explique pas. C'est ça qui est beau, tu sais. Il te dira non, t'as pas compris, vas-y, recommence, quoi. Non, mais c'est fou. Et je pense vraiment que c'est un de ces films les plus accessibles en plus, Alone in the Dark. Ah ouais. Merci en tout cas, merci Marvin. Tu sais, Far Cry, Rampage, tout ça, c'est chaud. Une nouvelle porte. Ouais, non, franchement, mate-toi la filmo et puis reviens nous dire après si ça va, quoi. Et il y a un truc aussi, c'est que Edward Carnby, il en a fait un espèce d'expert en arts martiaux aussi. Parce qu'il saute bien quand même. Hein. Enfin, il fait les coups de pied sautés et tout. Non, c'est assez fou hein, quand même. Il fait le même move que Van Damme dans Street Fighter. Ouais, carrément. C'est monté pareil en plus. Du coup, c'est peut-être le même univers partagé qu'Assassin's Creed et Alone in the Dark. J'ai essayé Putain, de voir c'est magique. Mais c'est carrément. Moi, je veux voir le Honda de Street Fighter mettre des branlées au truc en noir. Ah putain, non, mais c'est vraiment terrible. Et j'ai vachement regretté en fait d'avoir mis ça dans la sélection parce que finalement je pensais rigoler pareil et c'était même pas drôle quoi. Enfin c'est tellement sérieux premier degré que c'est pas marrant du tout quoi. Moi c'est juste une interrogation, tu vois, t'imagines, toi t'es Christian Slater, t'as fait True Romance, t'as fait Le Nom de la Rose, t'as fait des trucs comme ça. Broken Arrow. T'as fait Broken Arrow, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais non mais à la rigueur tu vois, t'as fait Broken Arrow, bon admettons. Puis d'enfer. Ouais, ok. Mais bon quand même. En fait voilà. Quand même t'es Christian Slater, on va dire t'as fait True Romance quoi. Ok. Bon admettons t'as fait True Romance et puis un jour on te dit vas-y tu peux jouer dans l'adaptation d'Alone in the Dark par Uwe Boll et toi t'y vas quoi. Ah tout à fait. Je pense qu'il arrive à ses acteurs. Hein. Bon après Christian Slater c'est pas. Il y a un gamin qui avait joué au jeu, il a dit vas-y quoi. Pas la seule fois où il a été fait n'importe quoi. Hein. Il y avait Hollow Man 2 aussi. Hein. Mais bon c'est assez hallucinant comme projet et ce qui est dingue d'ailleurs c'est que Uwe Boll il arrive toujours à avoir de temps en temps des castings qui sont pas toujours ridicules tu vois. Il a toujours 2-3 acteurs qui traînent par-ci par-là. Pour des mecs qui ont eu un passif. Ouais, voilà, tu vois, c'est improbable quand tu y penses, quoi. Donc, voilà. Mais il y a Jason Statham aussi. Jason Statham, ouais, effectivement. Ouais. Pourquoi King Rising. Ah, c'est lui, King Rising. C'était son seul vrai film à gros budget, en fait. Film Énergie 12, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est un réel Énergie 12, hein, clairement. Bien sûr. Voilà, Uwe Boll, je suis content de vous avoir ouvert cette porte-là, quoi. Et j'espère que ça fera quelque chose, quoi, sur vous, à long terme. Tu nous en veux pas si on la referme, cette putain de porte? Ouais, c'est pas. Et on va pouvoir mettre un bandage, ne pas ouvrir, s'il vous plaît. Et on va se barrer directement en Thaïlande avec notre gros sac de coke pour pouvoir se faire des rails de 10 km avec Street Fighter Ultime Combat.
Je vais lui éclater la tête. Ça m'étonnerait. Il va falloir faire mieux que ça. Ok. Street Fighter, l'ultime combat, sorti en 94, réalisé et écrit par Steven A. D'Souza, d'après la licence de versus fighting phare de Capcom Street Fighter. Le film nous envoie sur un pays fictif, Chandalou, en proie à une guerre civile où le général Bison, interprété par Raul Julia au bord de la mort, réussit un coup d'état en prenant plusieurs otages dans une forteresse, dont un ami proche du général Gil, interprété par Jean-Claude Van Damme. Gil, un poil saoulé par le comportement puéril de Bison, décide de créer un plan et s'entoure d'une équipe de combattants pour aller, je cite, ouvrez les guillemets, prendre le cul de Bison et restaurer la paix. Le réalisateur Steven A. D'Souza voulait que Street Fighter ne soit pas un simple film de combat, mais aussi un mélange subtil entre Star Wars, James Bond et un film de guerre. Pourtant, le film a eu une réception catastrophique lors de sa sortie en salle. Street Fighter, l'ultime combat a été décrié de toutes parts, côté spectateur pour sa mauvaise adaptation, côté presse pour son imbécilité cinglante, mais côté production, mission accomplie puisque le film engrange 105 millions de dollars sur 35 millions de dollars de budget. Succès réussi grâce à une popularité de dingue de la licence. N'oublie pas que Street Fighter à l'époque, dans les années 90, c'était le Fortnite de 2021. Qu'est-ce qui a bien pu foirer pour que Street Fighter soit aussi décrié? Et je vais commencer avec Karim. Il s'est passé en fait que, déjà pour recontextualiser, moi j'étais le gamin qui jouait à Fortnite Street Fighter en 94. En vrai, je suis vraiment de base archi fan de la licence, encore maintenant. Et à l'époque où le film sort, genre Street Fighter 2, c'est mon unique jeu vidéo. J'y passe 8 heures par jour et je fais que ça. Et quand le film sort, j'ai 9 ans. Donc autant te dire que pour moi, l'attente, mais genre, c'est genre complètement dingue. Et c'est, je crois, ma première déception au cinéma. Et j'avais 9 ans. Et à 9 ans, j'ai déjà trouvé le film nul. J'ai décidé de plus jamais revoir ce film en me disant tu as été violé, tu as été souillé, ne retourne pas faire ça. Puis vient ce podcast. Désolé. Ah ouais non, ça m'a vraiment fait du mal. Puis revient aujourd'hui et je m'étais dit que j'avais grandi, que j'allais pouvoir trouver le film vraiment marrant. Alors un peu quand même, mais ce film c'est juste une catastrophe. C'est une catastrophe d'un point de vue filmique parce que le film il ressemble à rien, il y a beaucoup trop de problèmes, il y a beaucoup trop de casques bleus, beaucoup trop violents, c'est trop compliqué d'énumérer ce qui va pas. Et moi, je me pars vraiment en plus comme gars qui adore la licence en termes d'adaptation. On peut pas, si Mario Bros avait fait pire, mais limite, on peut pas faire pire. Je veux dire, rien ne va. Je veux dire, rien n'est respecté. Tout le lore, ils ont chié sur tout. Et ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que même jeune, je trouvais que bon, effectivement, ça peut devenir risible tous les trucs que tu vois de Bison à terme. Mais c'est quand même compliqué parce que c'est. En fait, c'est l'émotion qui parle. J'avais espoir. Ouais, mais carrément. Non, en fait, je l'ai re-regardé cet après-midi et j'avais vraiment espoir de pouvoir me marrer devant en disant c'était un truc fait pour les gosses, machin, ce que tu n'y as. Oui, je me suis tapé quand même des grosses barres parce que j'arrive à le regarder avec beaucoup de recul. Mais c'est vraiment la déchéance complète au niveau de l'écriture, au niveau de tout. Je vois pas le concept, je vois pas comment tu te dis je pars de Street Fighter et je fais ça. Je veux dire, les deux autres films qu'on a vus avant étaient plus proches de l'adaptation que Street Fighter en vrai, tu vois. Et c'est, voilà. En même temps, va adapter Street Fighter, quoi. Il y avait des trucs, en fait. Il y a des trucs qui ont été faits après. T'as des films d'animation qui ont été faits après. Bon, c'est pas une bonne idée, je suis d'accord. C'est un peu mieux. Mais ils essayent quand même de rester dans un truc qui est plus cohérent, plus logique. Après, en fait, si le film devient très drôle quand tu essayes, en fait, de comprendre comment ils ont tordu chaque personnage pour rentrer dans chaque archétype. Moi, je trouve ça hyper marrant. Après, je suis pas hyper fan de l'original, tu vois, mais je trouve ça hyper marrant comme ils ont fait. Et puis, s'il y a un truc quand même qui est très drôle, c'est que tous les acteurs sont complètement en roue libre. Et ça donne des moments, par contre, qui sont... Raoul Julia est quasi mort, mais incroyable. Il est empirique. Il est incroyable, vraiment. Est extraordinaire. Non, mais c'est le meilleur rôle de sa vie, hein. On peut dire ce qu'on veut. Non, mais... Jean-Claude, qui était pourtant, tu vois, tu sais, ça aurait pu être son pinacle, quelque part, tu vois, Street Fighter. Non, genre, le mec, il fait ce qu'il veut. Kylie Minogue, c'est formidable. C'est juste... Merci pour ça. Ah ouais, c'est bon. N'importe quoi. C'est tellement n'importe quoi. Non, parce qu'en fait, c'est marrant, ce que dit Karim, c'est qu'il y a un truc, c'est que depuis le début, on parle du fait que ce soit quasi impossible d'adapter un jeu vidéo au cinéma, ça foire, mais il y a un autre niveau, c'est d'adapter un jeu de combat au cinéma. Ouais, c'est un truc carrément. C'est un truc que plusieurs ont essayé de faire. En plus, un jeu de combat 2D au lore quand même un peu famélique, on va pas se mentir, tu vois. Oui, carrément. Chaque personnage dans Street Fighter 2, tu vois, quand il jouait sur Mega Drive, t'ouvrais le petit livret et puis il avait 4 lignes pour contextualiser et puis voilà quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on fait du coup ? On prend tous les personnages et on leur donne une autre fonction. Ce qui, c'est vrai, est assez drôle, tu vois, quand tu vois que les mecs, ils leur ont donné, ils ont changé les camps, ils ont changé les alliances. Vega, il est incroyable.
Vega, il est Moi, incroyable. j'ai un coup de cœur pour Zangief. C'est la Moi, pute de Zangief est génial, quoi. Alors que Zangief, quand même, c'est un personnage fort qui défend l'URSS, tu vois, c'est un Mais vrai oui, communiste. Et là, du coup, le mec, il est complètement à la solde d'un espèce de dictateur qui est pas du tout. Et finalement, à la fin, il change de camp. Bon, voilà, en 2 secondes. juste un gros Il est un peu teubé. con, quoi. Il est complètement teubé, quoi. Bien. C'est quand même rigolo, c'est que tu parlais du fait que ce soit quand même écrit et réalisé par Steven E. de Souza, qui a Die Hard. accessoirement écrit Die Hard. Au commando, voilà, bon, on en pense qu'on veut. Donc c'est un mec qui est pas le roi de la régularité, quoi, on va dire, mais du coup, il a réalisé ce truc-là, quoi. Donc voilà, pourquoi pas. Alors j'ai du mal à savoir si le film se prend vraiment au sérieux pour le coup. Je pense pas que Raoul Julia soit vraiment premier degré quand il fait ses scènes de monologue où il demande pourquoi le monde le prend pour un despote alors que lui il cherche juste à ce que tout le monde se prosterne devant lui, tu vois. Ah, la scène dans sa chambre où il a une casquette pour chaque tenue. Mon dialogue préféré, c'est Chun-Li qui lui explique que sa famille est morte à cause de lui, que son père est mort, machin, et lui il lui dit pour vous c'était le jour le plus important de c'est votre génial, vie, mais pour putain. moi c'était juste lundi. En vrai, Et ça, je trouve- en vrai, c'est stylé. c'est une punchline complètement incroyable, quoi. Et en fait tout le film est comme ça. T'as Jean-Claude qui est en roue libre parce que c'était sa période cocaïnomanie. Donc tu sais que tout le monde le disait à ce moment-là, il a tourné avec plein de monde à ce moment-là, Chöyar, Kringolam, compagnie. Tout le monde disait que de toute façon il était ingérable, donc tu pouvais rien faire, et là tu vois bien qu'il fait ce qu'il veut. Et ce qui est dingue aussi, c'est que c'est quand même un film qui, au final, même si ça veut se prendre pour un film de guerre de temps en temps, ça reste un film d'arts martiaux, tu vois. Et il n'y a pas un seul artiste martial au casting. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui sait se battre. Et ça se voit, quoi. Parce que Jean-Claude, on a beau dire ce qu'on veut, ça n'a jamais été de sa vie un artiste martial. Enfin, dire. Alors c'est marrant que tu parles de ça parce que Jean-Claude Van Damme il a pris tellement de budget sur le film qu'ils ont dû en fait oublier certains plans d'arts martiaux et d'engager plus de chorégraphes. Ils ont pris Benny Urquidez, donc qui est un chorégraphe assez connu, qui était un champion de kickboxing, qui s'est retrouvé à faire les chorégraphies de tous les films d'action un peu pourris des années 90. C'est lui qui faisait aussi les chorégraphies de combat de Roadhouse avec Patrick Swayze, là, où il était dans le film Il d'ailleurs. retournait tout le temps, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'était un kickboxer qui avait manifestement pas assez de charisme pour vraiment apparaître à l'écran, parce que quand il y est, c'est pas cool, quoi, dans Roadhouse, justement. Et donc, c'est lui qui s'est occupé des chorégraphies. Le pauvre, il a dû avoir du boulot, parce que c'est très compliqué, les combats, justement, qui sont censés être le cœur du film. Vraiment, quoi, tu vois, c'est censé être un film d'action avec des combats en un contre un, quoi. Il n'y a pas un seul plan, En fait, tu quoi. vois bien que... Non, bah non, il y en a presque pas. Et puis tu vois bien que quand il y en a, Des c'est que avances, t'es de partout. C'est absolument pas cohérent du tout. Et puis tu vois bien que personne ne sait se battre et que tout le monde est doublé en permanence, quoi. Ouais, Street Fighter, ça a été quand même un enfer sur le tournage. Il y a eu ces complications assez lourdes durant le tournage, notamment la mort de Raoul Julia qui incarne Bison. Bah, il est mort avant la fin, en fait. Et déjà, il est maquillé. Ouais, il est Tout le temps. maquillé, et savoir que là, il était au bord de la mort, il était avec sa famille aussi qui l'accompagnait pour son dernier tournage, parce que c'est vraiment son dernier tournage, c'est son parcours d'honneur, le bordel. Et il était au bout du roule avec son cancer de l'estomac, et c'est vrai que ça, en fait, ça a modifié longuement le script, parce que normalement, il devait y avoir plus de combats avec lui, Bison contre Jean Van Damme et plusieurs personnages. Déjà, c'était assez le bordel le script. Faut savoir parce que Capcom, c'est Capcom qui voulait à la base en fait avoir 19 combattants dans le film, et le réalisateur lui voulait 7-8, et du coup il était obligé. Je sens qu'il y en a, oui, plus de la moitié. Ils sont quasiment tous là, quoi. Ouais, clairement. C'est-à-dire que Ils sont tous là avec des rôles de merde en plus, quoi. tu prends Dalsim qui est un espèce de yogi, là il est devenu médecin, t'as des scientifiques. Il tourne yogi à la fin, quoi. Ouais, il tourne un peu yogi, mais le meilleur quand même, pour moi mon personnage préféré du film, ça reste Carlos Blanca, qui est complètement incroyable. Donc qui est un mélange techniquement par rapport au lore du fait de l'ami d'enfance de Guile se fait tuer par Bison, mais il a rien à voir avec Blanca qui est censé être un Brésilien qui a été, je sais plus, empoisonné ou élevé, je sais plus où. Enfin bref, une connerie dans le genre. Et là, il est incroyable parce qu'en fait, ils essayent d'en faire pendant tout le film un super soldat, ils le foutent dans une cuve, et puis ils lui mettent des images super violentes en se disant que ça va lui conditionner, ça lui fait... Après, il lui file des produits, ça lui fait pousser des cheveux rouges, et puis il devient tout vert, quoi. Et en fait, c'est le super soldat ultime. Quand t'arrives le moment où il doit entrer en action, mais tu te rends compte que tu le secoues un peu, il pleure, quoi. Et c'est terminé. Voilà. Donc quelque part, tu te dis que le projet de Shadaloo, il aurait pas été très loin finalement si les mecs étaient tous partis sur ce principe-là de super soldat, quoi. Mais super soldat, là, complètement déprimé, qui coûte Johnny John. Ouais, voilà, ça aurait fini aux alcooliques anonymes. On y revient encore sur les bouleversements de script, mais c'est aussi à cause de Jean-Claude Van Damme qui était camé, jusqu'aux oreilles, quoi. C'était la ligne de coke. C'était $10 000 de coke qu'il dépensait toutes les semaines. Camé, il faisait des teufs à Hong Kong, parce que le tournage est en Thaïlande. Il revenait de teuf, et en fait, il était tellement camé qu'il venait jamais en plateau, quoi. Le lundi, il était pas là, quoi. Et pour le coup, en fait, c'était ingérable, quoi. Donc l'équipe de prod a dû s'occuper comme il pouvait pour essayer de finir leur putain de film en essayant de... Voilà, Jean-Claude Van Damme, il n'est pas là, bon, on va essayer de bouleverser notre planning et essayer de tourner des choses où on n'a pas besoin de lui, quoi. En fait, le souci de toute cette période-là du CVD, c'est la puissance de la star, parce que bon, il est déjà sur le déclin, hein, le début de la fin, ça arrive un peu plus tôt, mais il a quand même, tu vois, Universal Soldier, il a quand même pas mal de trucs qui ont fonctionné, et puis il a flingué pas mal de carrières comme ça, notamment Time Cop aussi. Time Cop aussi, ça a un petit peu marché, ouais. De toute façon, tout ce qui est un petit peu la période post-Bloodsport, de ma jeunesse. toute la période post-Bloodsport, elle a pas mal marché, tu vois, jusqu'à Chasse à l'homme à peu près, quoi. Et donc
Donc en fait, il y a eu cette espèce de surpuissance de la star, parce qu'il était complètement démago, mégalo, tout ce que tu veux, quoi, c'est un enfer. Et ce qui est marrant, justement, c'est que ça se recoupe avec Piège à Hong Kong, en fait, parce que t'as Choi Ark, je crois que c'est 1 an ou 2 avant, je sais plus l'année de Street Fighter. Street Fighter, c'est 94. Donc Knock-Off, c'est 3 ans après, quoi. Et 3 ans après, t'as toujours le même problème, il est toujours empêtré dans ses histoires de coke et tout, et il disait qu'il tournait une scène, il se foutait un rail, il allait dormir 5 heures dans sa... Et donc c'est pour ça que Choi Ark, lui, se vengeait en lui faisant des scènes où il faisait se faire fouetter par des anguilles, il chantait de la cantopop et tout, quoi. Tourner vers Manu, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la coke a détruit le film, ou est-ce que c'est le film qui s'est détruit tout seul, finalement? Mais je sais pas, en fait, tu sais pas trop. C'est pas trop à qui s'adresse le film, c'est quand même super chelou, quoi. A priori, il s'adresse pas aux fans, il s'adresse pas à un grand public parce que il raconte rien d'intéressant. Il s'adresse pas aux enfants parce que ça reste relativement violent quand même pour des enfants. Ouais, notamment au niveau des dialogues. Donc je pense qu'il s'adresse éventuellement à des adolescents. Et moi, je trouve que si tu te mets dans un délire adolescent, ça marche assez parce que c'est vraiment très con. Il y a des personnages joués en couleur. Je trouve que pour moi, le film se prend pas au sérieux. Hein, il est assez honnête avec lui-même. Et du coup, moi, clairement, des 3 films qu'on a vus cette semaine, c'est celui que je défendrais le plus parce que vraiment, il est dans un délire totalement oui, largement. Hein. De personnages, de situations. Bison qui tape sur un clavier Capcom de borne de Street Fighter 2, c'est quand même incroyable. Fini avec un game over. Après, un truc dont je me souvenais pas du tout parce que je l'ai vu, quoi. J'avais dû le voir 2 fois, je pense, Street Fighter dans ma vie. Auparavant, c'était déjà beaucoup, ça fait 3 du coup maintenant. Mais un truc dont je me souvenais pas, c'est quand même que le plan des héros, c'est littéralement de faire un coup d'état, quoi. Un coup d'état c'est littéralement comme si les casques bleus disaient à l'ONU on vous encule maintenant où on veut quand c'est tellement ça, mec. Et d'ailleurs, au moment où ils le font, c'est super iconisé. Il est sur, tu sais, c'est le moment où il fait son discours en disant vas-y, on n'écoute pas les ordres, on s'en fout, on va le niquer. On est des mercenaires maintenant, vous travaillez pour moi. Le mec, il fait un coup d'état. Un coup d'état vraiment au niveau international, quoi, que je trouve assez magnifique. Mais derrière, l'intrigue, c'est complètement con, mais c'est fait avec des personnages. En fait, t'es dans un monde exagéré, t'es dans un monde absurde. Toute la bande de Chun-Li et ses potos qui sont là en mode journaliste undercover parce que ils ont détruit leur vie. Et leur vie, c'était d'être sumo ou boxeur professionnel, tu vois. Ouais, genre Chun-Li a fini à Mediapart, quoi. Ouais, franchement, caméraman chez CNews parce que t'as loupé ta carrière de boxeur à cause de je sais pas trop quoi. C'est quand même difficile, quoi. Ouais, c'est dans de l'absurde total. Tout le monde a un gimmick, c'est pareil. Je connais pas les persos originaux forcément très bien, mais gars, il a une sidekick qui est Kylie Minogue, qui a elle-même un sidekick, un mec qui est censé être un Amérindien totalement blanc, dont la seule particularité c'est de pas avoir de t-shirt en dessous de sa veste en Ça, c'est T-Hawk. T-Hawk, ouais. Ouais, bah voilà, mais je sais pas, mais il y a des personnages, ils étaient pas obligés de les mettre Capcom, je pense, dans ce film. Ouais, puis d'autant plus qu'ils ont utilisé les 2 personnages emblématiques, en fait, majeurs de la saga, qui sont donc Ryu et Ken. Hein, personnage secondaire de merde. Ils les ont placés dans un rôle d'espèce de petits arnaqueurs. Petit movie à eux-mêmes. Ouais, c'est assez terrible. Cette infamie, quoi, je veux dire, c'est... Déjà, Terence Hill et Bud Spencer, je trouve. C'est ça, ouais. Puis le fait de replacer Guile, en fait, au centre de l'équation, quelque part, c'était signé aussi, tu vois. Ah, mais tu vois, ça me perturbe pas tant par Non, je m'en pas du tout, je m'en fous complètement du lore aussi. Je veux dire, c'est un jeu de baston en 2D, qu'est-ce que tu veux que. Voilà, ça me dérange pas. Moi c'est pareil que toi, hein. Enfin, franchement, sur les 3, sur celui-là, je me suis vraiment marré par moment, tu vois. Voilà, c'était pas horrible à voir, quoi. Et une autre information pour la route concernant le casting. Camille, qui est interprétée par Kylie Minogue, qui accompagne JCVD dans le pétage de gueule de Bison, elle a été castée d'une façon particulière, mais d'après vous, comment? Elle a baisé le réel. Ouais, je veux dire un truc sur le physique. J'allais dire un truc dans le genre, mais c'est dégueulasse. Il l'a découvert en fait dans un magazine quand il était en avion vers. Mais Kylie Minogue, elle était déjà connue, elle était chanteuse déjà. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que le dernier plan du film, quand ils font leur pause, tu sais pas trop pourquoi, la base a explosé, du coup ils sont contents, ils font une pause. Genre une photo de groupe, elle se retourne pour qu'on voit son cul, tu vois. Alors ça c'est... Alors, mais le pire c'est que c'est legit par rapport au jeu. C'est l'une des poses de victoire. En fait, à la fin, ils reprennent les poses de victoire des personnages dans le jeu. Quand je dis c'est legit, ça a rien à foutre là, mais je veux dire c'est en mode parce que le jeu. Ouais, voilà. Toi, Marvin, du coup, le film, t'en as pensé quoi? Écoute, ça va. Je veux dire, d'un autre côté, est-ce que je fais partie du fandom hardcore de Street Fighter qui existe, hein? Et d'ailleurs, je suis désolé pour eux, mais non, okay. moi, j'en fais pas partie. Il y a des adaptations bien meilleures que celle-ci. Pas la pire des adaptations de Street Fighter, je trouve. Voilà, il y a des choses encore pires qui sont sorties. Hein. Faut savoir qu'il y a un film qui s'appelle La Légende de Chun-Li, qui est bien dégueulasse aussi. Hein. Donc, à la rigueur, celui sur les 3 films qu'on a vus, moi, celui-là me fait rire, notamment à cause de Raoul Julia. Enfin, grâce à Raoul Julia, qui est vraiment en roue libre complet. Et du coup, il me fait.
d'arrêt. c'est morbide. Ouais, c'est morbide, mais quand tu le sais pas, écoute, ça va, quoi, je pense. Il a des monologues qui sont assez drôles et tu sens qu'il se donne un petit peu quand même, tu vois. Lui, en tout cas, il a conscience du fait qu'il est dans une galère totale, il va bientôt mourir, il fait n'importe quoi. Donc, quelque part, il a plus rien à perdre, il s'en fout, c'est marrant, quoi. Et donc, non, lui, il est rigolo. Après, c'est toujours marrant aussi de voir Jean-Claude au top de sa cocaïnomanie parce que tu sais pas, en fait, ce qui était prévu ou pas. Je pense vraiment qu'il y a des trucs, il y a des mimiques, il y a des pauses, il y a des discours qu'il dit dans le film. Je pense que c'est de l'impro totale et ça me fait toujours rire, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de ces films-là, de cette époque-là, qui sont un petit peu pareils. Tu sais jamais vraiment ce qui est prévu et enfin, à quel moment c'est la coke qui parle, tu vois. Donc, D'ailleurs, son dialogue final, il me semble que son dialogue final, c'est il va voir Chun-Li, il fait au fait pour ton interview, on peut faire ça en privé, mais reviens avec le costume, quoi. c'est vraiment un peu. Mais genre, je veux bien que tu m'interviewes, mais il faut que tu portes cette robe-là, quoi. C'est un autre temps, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais non, voilà, après, moi, en fait, c'est un épisode vachement dur aujourd'hui, parce que va dire des trucs sur ces trucs-là, quoi. C'est compliqué, Oui, quand même. je suis complètement d'accord. Parce qu'il se passe absolument rien à l'écran, tu vois. C'est juste une grosse blague, quoi. C'est juste plein de personnages, et puis voilà, si tu connais un petit peu le jeu comme moi ou comme Karim, bah tu peux te dire, ah tiens, lui, ils en ont fait quoi? Ils ont pris un sumo japonais pour en faire un perchman hawaïen. Bon, ah, bah ok, voilà, vas-y, on y va, c'est pas grave, quoi. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça. DJ aussi, enfin, il y a plein de personnages, vous les reconnaîtrez tous. C'est du fanservice absolument pas subtil. De toute façon, quand tu regardes la carrière de Steven Idisuza, quelque part, tu comprends qu'il a essayé de faire ça. Et je pense qu'il en a vraiment rien à branler du lore de Street Fighter. De toute façon, c'était son dernier film. Ouais, bah de toute façon, oui. En tant que réalisateur, ça a jamais vraiment marché, hein, de toute façon. Mais voilà, c'est pas. Ouais, c'est juste rigolo, quoi. Street Fighter, c'est rigolo, c'est pas détestable, c'est pas Alone in the Dark, tu vois. Donc non, ça va, ça se passe pas trop mal. S'il faut comparer à un truc comparable, je trouve ça vachement mieux et vachement plus drôle que Mortal Kombat, par exemple. Tu vois. Mortal Kombat, Moi, je l'ai fait à Mortal. Ouais, mais Mortal Kombat, il a un espèce de capital beauf sympathie, tu vois. Parce que le rire de Christophe Lambert et tout, bon, au bout d'un moment, faut accepter, il faut passer à autre chose, quoi. Mais non, ça, je trouve ça vachement plus marrant que Mortal Kombat. Et en plus, ça a la non-audace de pas se prendre au sérieux. Et déjà, c'est pas mal. Street Fighter qui a au moins l'audace de pas se prendre au sérieux. Mais est-ce que nos auditeurs vont prendre au sérieux la question qu'on leur avait posée? Quelle est la pire adaptation de jeux vidéo? Va-t-on avoir des millions de Mario Bros? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans les courriers du Randos. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Alors le courrier du Randos, on va commencer directement sur Twitter avec Nostalgeek qui nous dit que n'importe quel film du V-Ball, j'ai eu la bêtise de regarder Far Cry récemment et c'est affreusement pénible, c'est presque gênant, mais j'avoue que les souvenirs de ces autres œuvres sont très mauvais aussi, j'ai du mal à les départager. Alors, petite question à la volée déjà, c'est quoi votre pire V-Ball pour vous? Moi, je pense que c'est Postal. Pareil. Parce que Postal, c'est terrible parce que justement c'est à ce moment-là qu'il a une espèce de petite communauté qui a commencé à se former en disant regardez finalement Postal c'est pas si Dans mal. le même type de réhabilitation que tu peux trouver chez Zack Snyder, quoi. Non mais après attends, Zack Snyder est un réalisateur quand même, hein, c'est pas le cas du V-Ball. Oui, ce que je voulais dire, vous abusez à les mettre dans le même panier. Il y a quand même plus d'arguments pour défendre Zack Snyder. Ouais, je suis vraiment pas sûr, hein. Mais bon, je pense qu'Alone in the Dark c'est un peu le BVS de V-Ball, quoi. Ça se tient. Et la même photo, quoi. L'avantage, c'est qu'il permet de remettre, sur une autre échelle d'autres films, en l'occurrence, quoi. Oui, Ah, clairement. ça, par Pas contre, mal on avec est tellement. chez BVS, les gars. Ah bah oui. Ah ouais, oui, non, c'est mais clair. tout ce qu'on a fait depuis le début de l'émission a une autre saveur. En fait, c'était pas loin d'être des chefs-d'œuvre, quoi. Darflord sur Twitter nous dit Alone in the Dark est un film lourd qui cumule les clichés, les mauvaises prises et les faux raccords. C'est House of the Dead, le film, mais sans l'humour. C'est ça. Alors là, j'ai Damien Méchery qui me parle d'un film qui ne m'a pas souvent cité, mais qui est vraiment horrible. Silent Hill Revelation 3D. Je l'ai pas vu, Au moi. cinéma, j'ai vécu un peu la même expérience que pour Dragon Ball Evolution. Ça te broie Ouais, tellement non, l'âme. C'est des que films qui l'insulte est n'existent violente. même pas. Je l'ai pas vu, moi j'ai vu celui de Gans et j'ai pas voulu voir la suite. D'autant plus que Silent Hill c'est peut-être la seule bonne adaptation de jeu vidéo de l'histoire, quoi. Ouais, carrément. Donc c'est un peu compliqué, ouais. Sayana nous dit sur Twitter le second film sur Lara Croft avec Angelina Jolie. Les acteurs font des grimaces durant tout le film. On n'a pas parlé des Tomb Raider avec Angelina Jolie, c'est vrai que c'est assez difficile aussi, ouais. Je l'avais proposé. Oui, c'est vrai. Putain, bah merde. Ah, ce qui est bien, c'est qu'on pourra faire un shitlist avec juste les 3 Tomb Raider. Ouais. Moi je trouve pas que le troisième soit si atroce, mais Il est insipide à mort. il est insipide à mort, mais c'est pas une merde infâme, quoi. Alors sur Instagram, on a The Céline qui nous dit Tomb Raider, Frenchy Shooter. Si on parle pas des UV Ball, je dirais Assassin's Creed. Ça aurait pu être tellement bien. Et Pick of the Guy, Final Fantasy, premier du nom. Donc les créatures de l'esprit. Alors là, moi, je suis absolument pas d'accord.
Alors franchement, s'il y a un Final Fantasy tout pourri, c'est le Advent Children, qui est vraiment atroce. Fan service, mais justement, enfin. Ouais, et puis dégueulasse, quoi. Enfin, mais non, les créatures de l'esprit, par contre, non, pas après. Les créatures de l'esprit, je trouve que ça peut à peu près se défendre. Enfin voilà, Ouais. bon, c'est laborieux, mais bon. Ouais, même sans l'effort de la contextualisation, c'est pas une purge, quoi. Bah, c'est la seule adaptation où c'est le créateur du jeu qui fait la réalisation du film. Hein. Ouais. Plutôt intéressant, mais c'est aussi le film qui a planté tout un studio de jeux vidéo. Quoi. Non. Resident Evil aussi, on pourrait faire un shitlist dessus. Ça, c'est faisable. En vrai, Bon, ouais. Bon, faut se taper les 7, quoi. Quel enfer. Chaud, je suis complètement chaud. Ouais, bah oui, je sais. J'en ai vu que 3 toujours, moi, donc et a priori, c'est pas les Je 3. suis tellement pas prêt. Alors, accrochez-vous à vos slips, il y a Frenchies autour du monde qui nous dit Dora l'exploratrice. Mais c'est pas un jeu vidéo. Je sais, je faisais un test. Et pour terminer, on a la passoire têtue. Ah, c'est lui qui avait cité Ali. Attention à ce que tu vas dire. J'ai aimé Mario Bros et je tenais à le dire. T'aimes bien Mario Bros et t'aimes pas Ali de Michael Bay, d'accord. Ok. Voilà, un espèce de troll qui nous suit là, c'est pas bon ça. Coucou, toi. Alors les gars, pour finir, quelle était pour vous la pire adaptation? Alone in the Dark. Est-ce qu'il y a vraiment une question à poser là-dessus, quoi. Alone in the Ouais, je Dark. pense qu'Alone in the Dark peut rentrer dans le panthéon assez facilement. Ouais. Y a rien à sauver, en vrai. C'est... Ouais, pour vous spoiler un peu, le fait m'avoir fait voir ça, ça me donne envie de vous faire voir des films. On est un en tête, particulièrement, je vais vous suggérer une catégorie. Bon, on est prêt, hein. Et quand elle sera passée, je vous suggérerai le film, et on en reparle. Ok. À la sournoiserie. Nous, on est Ouais, prêts. parce qu'on parlait de film Énergie 12 tout à l'heure, il y a pas longtemps, je suis tombé sur un film Énergie 12 sur lequel j'ai passé un peu trop de temps parce que c'est de la curiosité malsaine un peu. Ouais. Et je serais très curieux d'avoir votre avis sur ce film. D'accord. Donc, Ça se trouve, on l'a déjà vu, hein, déconne pas. Ah super, quel sujet de merde. Ouais, mais moi, il me le vend bien, en fait. Bah, tu nous diras à la fin ce que c'est, parce que ça se trouve, on l'a vu. ça s'appelle The Jurassic Game. Non. Ah, attends, je l'ai pas vu ça. Je suis pas dans ce délire-là, moi. Non, j'ai pas vu, là. Eh bien malheureusement, c'est noté dans la liste. Ouais, c'est que j'ai exactement ce que je voulais dire. Yes. On va y aller jusqu'au bout, les gars. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à Marvin Montes du podcast Final Cut. Merci à Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Et merci à Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin. Retrouvez-nous dans 2 semaines pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. shitlistpodcast@gmail.com pour nous proposer des sujets comme le pire film des dinosaures. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, Discord. Retour@chouchou.com pour retrouver tous les épisodes de Shitlist, RVLT et Début de la Fin. Allez, ciao, à bientôt. Ciao, salut.